Dans cette vidéo, on va créer un site WordPress ensemble de zéro jusqu'à sa mise en ligne, sans écrire une seule ligne de code et sans avoir besoin d'aucune expérience. On va pas se contenter de créer un site WordPress de manière traditionnelle, non, ce serait beaucoup trop facile, et il existe déjà des tonnes de vidéos de ce genre sur YouTube. Aujourd'hui, on est en 2026 et la façon dont on peut le construire a drastiquement évolué. On va donc se servir de tous les meilleurs outils du moment pour créer un site WordPress véritablement remarquable, qui sera beau et rapide. Maintenant, laisse-moi te montrer à quoi va pouvoir ressembler les sites que tu vas pouvoir créer à l'issue de cette vidéo. Comme tu peux le voir, les sites sont vraiment très beaux et respirent le professionnalisme. Ils sont facilement éditables et sont performants. Si ça te plaît, alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je dois d'abord te parler d'une des bases de WordPress. Sinon, tu ne pourras tout simplement pas suivre cette vidéo. Pour faire simple, il existe deux versions de WordPress. La version .com qui a pour objectif de te vendre une solution clé en main de WordPress, qui est assez onéreuse et qui, plus est très bridée, donc on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Et enfin, la version .org, qui est celle que nous préférons, car elle nous permet de télécharger WordPress et d'en faire absolument tout ce qu'on veut. Donc, je récapitule brièvement, la version .com, on oublie, la version .org, on choisit. Ok. Bon, de toute façon, tu verras qu'on reparlera plus jamais de ce sujet-là, tellement c'est une évidence. Maintenant, il faut quand même que tu saches que créer un site WordPress comporte malgré tout un coût et qu'il ne sera pas possible de l'éviter. On parle notamment du nom de domaine et de l'hébergement web, auquel il faudra souvent ajouter quelques extensions payantes si le projet devient vraiment sérieux et ambitieux. En moyenne, j'estime le coût total d'un WordPress à 200-300 € par an en incluant la totale, nom de domaine, hébergement et une ou deux extensions payantes. Mais pas de panique pour autant, dans cette vidéo on va aller à l'essentiel et tu verras qu'il est possible de créer des choses très sympas sans trop dépenser. Surtout aujourd'hui. Et on démarre tout de suite avec la base, l'hébergement web. En ce qui me concerne, je vous recommande vraiment l'utilisation d'Hostinger, qui offre une interface utilisateur très bien pensée et qui propose actuellement des offres très intéressantes. C'est sur cette plateforme que nous allons créer notre projet de site internet WordPress. Tous les liens sont dans la description et en plus il y a un code promo, donc pourquoi s'en priver? On est rendu maintenant sur le site de Hostinger et la première chose qu'on va faire, c'est tout simplement regarder un peu plus en détail les offres qu'il propose et surtout, ça va nous permettre de savoir quelle offre est la meilleure pour toi et pour ton utilisation, pour ton projet. Comme tu peux le voir, en fait, par défaut, il propose trois types d'offres, donc la Premium, l'illimité et la Cloud Startup. En ce qui me concerne, moi, c'est plutôt l'offre illimitée parce que j'ai pas mal de sites internet et j'ai pas envie de m'embêter avec certaines limites. Mais toi, dans ton cas, en fait, la première offre premium, donc, te permet de créer jusqu'à 3 sites internet. Donc, si tu es sur cette vidéo, généralement, c'est que, en principe, tu es plutôt débutant, donc tu n'auras pas forcément besoin d'énormément de sites internet. Donc, 3, c'est largement suffisant. Ce qui est intéressant, et comme tu peux le voir ici, c'est que, Hostinger t'offre le nom de domaine gratuitement pendant 1 an. Donc, au prochain renouvellement, il faudra que tu payes ton nom de domaine. Donc, c'est à peu près une dizaine d'euros. C'est plutôt sympa parce que ça permet de faire encore plus d'économies que les promotions qui sont actuellement en vigueur chez Hostinger, mais on y reviendra un petit peu après. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est rentrer un petit peu dans le détail pour parler des caractéristiques techniques de chaque hébergement. Donc, on va cliquer ici donc pour voir toutes les fonctionnalités. Et là, on a le détail en fait vraiment des offres et un petit comparatif en fait, tout simplement. Donc là, en fait, ce qu'on peut voir déjà, c'est que, on a une limite de stockage par hébergement. Et la première offre nous offre 20 Go de stockage, ce qui est largement suffisant pour 3 sites internet qu'on se le dise, d'accord? Donc tu n'auras jamais de problème normalement avec 20 Go de stockage. Maintenant, si on descend un peu, on peut voir que le nom de domaine est effectivement gratuit. Alors, il n'y a pas d'astérix, mais en fait, c'est gratuit que la première année, d'accord? Donc, c'est plutôt pas mal parce que ça permet de faire une économie déjà d'emblée, en fait. Donc, c'est toujours bon à prendre. Mais il faut le savoir que l'année suivante, il va falloir que tu renouvelles ton nom de domaine. Voilà. C'est commun à tous les hébergeurs généralement. C'est gratuit la première année, mais ensuite, il faut que tu renouvelles toi-même, ce qui est parfaitement normal. Maintenant, ceci étant dit, le renouvellement se fait directement sur Hostinger, donc toi en fait t'auras rien à faire, d'accord? Donc pas d'inquiétude à ce niveau-là. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que tu vas pouvoir avoir des adresses mail gratuitement, donc par rapport à ton nom de domaine, ce qui fait que tu vas pouvoir avoir par exemple ton prénom @tonsiteinternet.fr ou je sais pas moi contact @monsiteinternet.fr. Ça c'est plutôt pas mal et il t'en offre 2 la première année. Donc ensuite, si tu en as besoin de plus, il va falloir aussi renouveler ce service-là. C'est pas très onéreux. Ensuite, si on descend encore un petit peu plus bas, on peut voir qu'il y a le SSL gratuit et illimité. Alors ça, c'est commun à tous les hébergeurs aujourd'hui, en 2026. Et c'est ce qui permet en fait tout simplement à ton site d'être sécurisé. Mais sécurisé d'un point de vue utilisateur et d'un point de vue transmission des données. Ce qui fait qu'en fait,
tu vas pouvoir afficher eh bien, le HTTPS dans la barre d'adresse. Alors moi sur Firefox, ouais voilà, il faut que je clique dessus. Donc là, on le voit, il y a bien, le site est bien en HTTPS. Et si je clique sur le petit bouclier ici, je peux voir que la connexion est sécurisée. Voilà, tout simplement. Ensuite, en termes de quantité de RAM, donc de mémoire vive pour faire tourner eh bien, tes sites internet, on a 2 Go de RAM sur la première offre, 3 Go sur l'illimité. C'est largement suffisant pour des petits sites WordPress, d'accord? Donc, t'embête pas avec ce genre de choses, c'est largement suffisant. Pareil pour le cœur CPU, on en a 1, 2 pour l'offre illimitée, c'est suffisant, d'accord? T'auras pas de problème. Tant que c'est pour du site vitrine, des sites assez simples, etc., tu n'auras pas de problème de performance, d'accord? Ensuite, maintenant, si je descends un petit peu et que je clique sur hébergement infogéré pour WordPress, parce que c'est ce qui nous intéresse concrètement, on peut voir qu'il y a pas mal de possibilités en fait. On peut voir que par défaut, Hostinger propose une installation de WordPress en un clic gratuitement. Et ça, c'est très pratique parce que tu vas le voir plus tard, ça nous permet vraiment d'installer des sites WordPress en fait extrêmement simplement, sans devoir passer par le FTP, etc., etc. Un autre point qui est très intéressant, c'est l'accélération pour WordPress. Bon, je sais pas pourquoi ils vont appeler ça comme ça doit être assez mal traduit. Tout ça pour dire qu'en gros, les serveurs de Hostinger utilisent la technologie Lightspeed. Et ça, c'est extrêmement bien parce que ça permet vraiment d'améliorer les performances de son site internet. Et encore une fois, on y reviendra en fin de vidéo. Voilà pour ce qui est des caractéristiques techniques de l'hébergement, enfin en tout cas du moins de ce qui nous intéresse. Le reste, ça te sera pas très utile d'en avoir connaissance. Mais là, au moins, j'ai fait le principal. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le panel de Stinger, comme tu vas pouvoir le voir juste après, est très simple d'utilisation, donc vraiment c'est pensé pour que n'importe qui puisse l'utiliser avec une grande facilité. Et d'ailleurs, si un jour tu as besoin d'aide, eh bien sache que tu peux contacter leur support 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et quelqu'un répondra à tes questions. Ils ont un chatbot qui utilise une IA, donc ça peut être très pertinent pour des petits besoins, des petits soucis, voilà, des petites infos. Mais sache que si tu as besoin d'un interlocuteur humain, eh bien tu vas pouvoir en demander un et généralement ils répondent très rapidement. Donc maintenant, on va donc sélectionner l'offre qui nous sied le mieux. Moi, dans mon cas, c'est l'offre illimitée parce que j'ai beaucoup de sites internet. Mais dans ton cas, ce sera peut-être probablement l'offre premium. Mais dans tous les cas, c'est à toi de savoir. Donc, je clique sur sélectionner ici. Voilà. Et là, comme tu peux le voir, en fait, il y a pas mal de données qui sont intéressantes, et notamment la durée, en fait, de location de notre hébergement. Donc là, par défaut, il te sélectionne 48 mois, donc 4 ans. Donc c'est quand même assez conséquent. Si tu ne sais pas encore où va exactement ton projet, moi je te recommande plutôt une durée de 12 mois, parce que au moins tu te mouilles pas trop, et comme tu peux le voir, le prix n'est pas hyper onéreux, d'accord? Donc 57 € par an, c'est vraiment pas cher, en sachant que tu as le nom de domaine gratuit la première année. Donc vraiment, ça permet de faire des économies assez substantielles. Et c'est très intéressant. Maintenant, bien entendu, si tu souhaites une durée plus longue de location, d'hébergement, eh bien forcément, le prix, il est vraiment de plus en plus intéressant parce que leur objectif, bien entendu, c'est de te vendre un service le plus longtemps possible et de te garder le plus longtemps possible. Voilà, c'est naturel, hein, c'est comme de l'achat de gros. Plus on achète en gros, plus on a des réductions. C'est aussi simple que ça. Une fois que tu as sélectionné la durée de location de ton hébergement, donc là, on va prendre 12 mois parce que c'est généralement la durée classique. Moi, ce qui me concerne, moi, je prends souvent 3-4 ans en fait. Bon, là, il n'y a pas 3 ans, mais chez, par exemple, d'autres concurrents, c'est parfois possible parce que, comme j'ai dit, ça permet vraiment de faire des grosses économies. Voilà, tout simplement. Mais encore une fois, te prends pas trop la tête. Si tu débutes, prends 12 mois, tu pourras toujours prendre ensuite 3-4 ans plus tard. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est simplement entrer le nom de domaine qu'on souhaite utiliser pour notre projet. Donc là, normalement, tu t'es censé avoir quand même quelques idées, si t'es sur cette vidéo, du nom de ton futur site internet. Et là vient un choix draconien à faire. Bon, moi je trouve que c'est pas si difficile que ça en fait en réalité. C'est tout simplement le choix de l'extension de ton domaine. L'extension, c'est quoi? C'est tout simplement le .eu, .fr, .com, etc., etc. Moi, ce que je te recommande, si t'es en France, t'es français, tu vises le marché francophone, ou le marché français, pardon, plutôt, vise le .fr. Le .fr, c'est ce qu'il y a de plus premium, à mon sens. C'est ce qui a le plus la classe, en fait. Sinon, tu peux te rabattre sur le .com. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les extensions n'ont pas toutes le même prix. Parce que les bureaux d'enregistrement appliquent des politiques de tarification différentes en fonction de l'extension, tout simplement. Donc, par exemple, le .com, il n'est pas géré en France, il est géré aux États-Unis. Le .fr, il est géré par la FNIC, et donc c'est une organisation française. Et ils ont à cœur à garder en fait cette extension à prix accessible par tous en fait. Ce qui fait qu'elle est pas très chère. Et qu'en plus, c'est celle qui a le plus la classe, à mon avis. Voilà. Donc, pour choper ton domaine, en fait, tu vas tout simplement taper le nom que tu souhaites obtenir. Donc là, dans mon cas, par exemple, je sais pas, moi je vais taper mitor.fr. Voilà. Et là, c'est disponible. Donc là, on voit bien que c'est gratuit la première année. Je clique dessus.
Et donc là, en cliquant dessus, eh bien, mon nom de domaine s'est ajouté à mon panier, tout simplement. Voilà. Et je vois d'ailleurs le renouvellement qui sera de 10,99 €. Là d'ailleurs, il m'a sélectionné une durée automatiquement de 2 ans. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner 1 an. Voilà, comme ça, je ne paye rien du tout. Mais bien entendu, ce sera renouvelé à 10,99 € l'année suivante. Maintenant que c'est fait, il n'y a plus grand chose d'autre à faire, si ce n'est ajouter mon code promo. Et le code promo, c'est Adrien Bure. J'applique. Et comme tu peux le voir, je viens d'économiser encore 10% sur mon panier. Donc je passe de 57 à 51 €. Donc c'est toujours ça de prix. Surtout quand on démarre, qu'on n'a pas beaucoup d'argent, qu'on ne sait pas vraiment où est-ce que ira notre projet, c'est toujours intéressant et pratique d'économiser encore de l'argent. Donc maintenant, je clique sur continuer. Je crée un compte, je me laisse guider par les étapes, par le processus de paiement. Et c'est ici qu'on arrive enfin dans le vif du sujet. C'est dans cette partie qu'on va enfin vraiment, véritablement concevoir notre site WordPress ensemble. Et pour démarrer, il faut absolument que je te parle d'un sujet très sérieux et pas assez abordé à mon goût. Le choix de ton constructeur de page. Il en existe des tonnes aujourd'hui et tous ne se valent clairement pas. Les plus populaires sont Elementor, qu'on ne présente plus tant c'est un mastodonte aujourd'hui, Divi, Gutenberg, Brix, etc. Les seuls qui vaillent actuellement le coup à mon sens est Gutenberg et Brix. Pourquoi? Eh bien, car ils ont une approche de conception bien plus propre que les autres. Le premier, Gutenberg, est natif à WordPress, donc il n'est pas forcément nécessaire d'installer quelque chose d'autre pour en profiter, et ses performances sont très très bonnes par défaut. Le deuxième, Brix, a une approche beaucoup plus avancée et se destine davantage aux développeurs. Pareil que pour Gutenberg, ses performances sont de très très haut niveau. Et je crois personnellement qu'il n'y a actuellement pas mieux sur le marché actuellement. Quoi qu'il en soit, tu l'as sans doute deviné, dans cette vidéo, c'est bien Gutenberg qu'on choisira. Encore une fois, c'est natif, facile à prendre en main et donc parfaitement adapté pour une cible de débutants comme toi. Mais alors, au juste, pourquoi pas les autres? Enfin, surtout, pourquoi pas Elementor? Eh bien, Elementor, bien que très puissant et accessible, est actuellement en phase de transition vers sa nouvelle version, la V4. Et pour la suivre d'assez près, eh bien, elle n'est pas encore, à mon sens, assez prête pour des projets sérieux et réels. Et si tu décides de construire ton site sur la V3, la version actuelle concurrente à la V4, qui coexiste donc en même temps, eh ben, ton site est déjà quasi obsolète tant les choses évoluent rapidement. Tu te traîneras pendant pas mal de temps une des techniques assez handicapantes car la performance n'est pas très bonne par défaut, à moins de pousser pas mal d'optimisation. Ceci étant dit, si tu es un grand fan d'Elementor, sache que j'ai sorti un e-book présentant toutes mes meilleures optimisations à apporter à la V3. Il est possible de faire de véritables miracles, crois-moi. Le lien est dans la description. Bien, maintenant qu'on a choisi notre constructeur de page, il va falloir choisir le thème qu'on utilisera pour nos projets. Il en existe vraiment des tonnes et c'est vrai qu'à la place d'un débutant, ça doit pas être de la tarte de se décider. Je dois bien l'admettre. Mais heureusement, ton pote Adrien est là pour te guider et t'orienter vers les meilleurs outils. Et le meilleur thème actuellement, à mon sens, c'est, roulement de tambour, Blocksy. En effet, il offre une version gratuite largement suffisante pour démarrer sur WordPress. Il est puissant, léger et propose une multitude de templates pour démarrer un projet. Vraiment, c'est un véritable coup de cœur en ce qui me concerne. Un rageux est ton approche. Ouais Adrien, t'as parlé de template, tu vas quand même pas en utiliser alors qu'aujourd'hui on pourrait utiliser l'IA, ça peut tout nous gérer à la volée, t'es pas sérieux, nanani, nanana. Et bah crois-le ou non, mais si. Car ni toi ni moi ne sommes web designers. Et crois-moi, c'est un véritable métier. Il n'y a pas un monde où tu pourras générer un web design aussi bon et cohérent qu'un template créé par quelqu'un du métier. Ça paraît logique, mais pas pour tout le monde. Et si tu me dis que si, c'est tout simplement car t'as aucun goût, en fait. No offense, mais c'est la stricte vérité. Voilà. Si t'es ici à regarder cette vidéo, c'est que t'es clairement pas un professionnel, et c'est ok, il n'y a pas de problème avec ça. Du coup, ma reco sur ce point précis, c'est vraiment de continuer à utiliser des templates de sites préfaits, comme ce qu'on va faire actuellement dans cette vidéo. Ça va nous permettre de gagner encore plus de temps et surtout de nous assurer d'une allure professionnelle. Et ça, c'est vraiment important si tu veux passer pour quelqu'un de sérieux pour vendre tes produits et services. Donc vraiment, pour l'instant, oublie l'IA. Tu y gagneras beaucoup plus à maîtriser ton nouvel outil qu'est WordPress qu'à te précipiter sur la nouvelle tendance de l'IA. Et je dis pas qu'il faut pas du tout l'utiliser, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit, mais tout simplement, dans un premier temps, concentre-toi sur la maîtrise de WordPress, et ensuite tu verras qu'il sera possible de faire des trucs de fou avec l'IA, et WordPress. Je ferai probablement d'autres vidéos sur le sujet, donc abonne-toi si tu veux pas les manquer. Ok, c'est parti, on démarre tout de suite. Maintenant qu'on a enfin entre les mains notre hébergement web, on va créer notre propre site internet WordPress. Pour ce faire, il y a deux possibilités, soit je peux cliquer ici en fait sur créer un site web, soit je clique sur site web, WordPress, et je clique ensuite sur ajouter un site web. Plusieurs possibilités pour créer mon site internet, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est WordPress, le meilleur CMS de l'univers. Je clique dessus. Voilà. Et là, comme tu peux le voir, on va pouvoir sélectionner en fait, et bien simplement le nom de domaine qu'on a acheté précédemment avec l'achat de notre hébergement web. Donc dans mon cas, c'était mitor.fr. Je clique dessus, je clique ensuite sur suivant,
Là, je crée en fait tout simplement mes informations de connexion, donc mon adresse email et puis eh bien le mot de passe. Donc là, je vais l'afficher, moi je vais me le copier, voilà. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est cliquer sur, non pas sur créer un site web avec l'IA, mais créer de A à Z. Et là maintenant, j'ai un temps de chargement qui s'opère, parce que c'est le temps que, en fait, simplement les services de Tinger installent automatiquement WordPress sur mon hébergement et sur mon domaine. Et ce que je peux faire en attendant, c'est tout simplement m'amuser à faire un petit jeu comme ici. Et donc là, on va essayer de faire le meilleur score possible. Hop là, pour l'instant, c'est plutôt facile. Wouhou! Et ensuite, ça va de plus en plus vite. Moi, mon record, c'est 546, je crois. Je vais essayer de le battre cette fois-ci. Ah bah, j'ai vraiment été nul à chier, là. Allez, je réessaye. Ah, c'est pas possible. Je suis vraiment nul à ce genre de jeu, quoi. De toute façon, à part League of Legends et des jeux de stratégie, je suis nul à tous les autres jeux. Ah bah ça y est, c'est fini. Donc mon site maintenant est enfin prêt. Et je me suis connecté directement, en fait, sur le site internet. Et comme tu peux le voir, en fait, dans l'adresse ici, eh bien, le site WordPress n'est pas installé sur mitor.fr, mais sur un nom de domaine, enfin, un sous-domaine, eh bien, temporaire. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que mon domaine n'est pas encore actif sur mon hébergement. Je viens de le commander et il faut un certain temps avant qu'il soit parfaitement opérationnel. Donc, ce qui va se passer, c'est que là, nous, on va pouvoir créer notre site WordPress, il n'y a pas de problème à ça. Et ensuite, une fois que ce sera terminé, eh bien, on pourra faire la connexion entre notre site internet sur ce sous-domaine temporaire avec notre nom de domaine définitif. Si je veux m'en assurer, je peux tout simplement cliquer sur En savoir plus ici. Et là, je suis redirigé vers une page qui va me donner toutes les informations dont j'ai besoin pour m'assurer que effectivement la connexion se fera. Donc là, on arrive sur cette page-là. Comme on peut le lire, votre nom de domaine est en cours de connexion. Votre site sera accessible une fois ce processus terminé, ce qui peut prendre jusqu'à 24 heures. Donc moi, en fait, j'ai rien à faire là pour l'instant. J'ai vraiment rien à faire. Ce que j'ai à faire, c'est m'occuper de mon site WordPress. Maintenant, est-ce que tu savais qu'il était possible de se connecter à tous tes sites WordPress que tu installeras sur Hostinger sans jamais taper un seul mot de passe? En ce qui me concerne, c'est une des features que je préfère le plus sur ce type d'hébergement parce que, en fait, j'ai pas besoin d'enregistrer 15 milliards de mots de passe, d'enregistrer 15 milliards d'URL de connexion, etc. J'ai tout de centralisé et je peux m'y connecter, du coup, à n'importe quel site, sans prise de tête, depuis un seul endroit, en fait, tout simplement. Donc, en fait, pour ce faire, tu vas cliquer sur site internet. Voilà. Et là, en fait, ça va te lister bien tous les sites internet que tu as d'installer sur ton hébergement. Et ensuite, tu as un bouton Admin WordPress. Tu cliques dessus, tu as une redirection qui se fait. Là, maintenant, tu as l'onboarding de Stinger, mais nous, ça ne nous intéresse pas énormément. Donc ça s'affiche que la première fois que tu ouvres ton site internet depuis le panel de Stinger, d'accord? Donc là, nous, ce qu'on va faire, c'est simplement cliquer sur Ouvrir l'admin WordPress. Et là, boum, je suis connecté, du coup, en un clic à mon site WordPress. Donc là, maintenant, si je recommence l'opération, voilà, je suis directement connecté. D'ailleurs, ce qu'on peut voir, c'est que sans avoir touché à quoi que ce soit, le sous-domaine temporaire a bien été migré vers mitor.fr sans que j'ai besoin de faire quoi que ce soit. Donc ça, c'est vraiment extrêmement pratique de la part de Stinger. Et je crois n'avoir jamais vu ça auprès d'un concurrent, en sachant que, en ce qui me concerne, je les ai tous testés en France, d'accord. Je pense avoir testé toutes les offres d'hébergement et c'est le seul qui propose cette fonctionnalité-là. Parce qu'en fait, généralement, quand on achète un nom de domaine, tu peux pas directement l'utiliser, d'accord? Donc en fait, tu dois attendre parfois quelques heures pour pouvoir vraiment ensuite construire dessus. Là, sur Stinger, t'as pas besoin d'attendre. Tu achètes ton domaine, tu crées quelque chose dessus en liant, eh bien, tout simplement ton domaine à ta création de site, et Stinger ensuite se charge de tout le reste. Donc ça, c'est vraiment fantastique. C'est vraiment une superbe feature. Donc ça y est, on est bien connecté à WordPress. Donc comme tu as pu le voir, soit on peut se connecter avec des identifiants, soit directement via le panel de Stinger. Ma préférence, tu l'as compris, c'est via le panel de Stinger parce que tout est centralisé et j'ai pas besoin d'enregistrer de mot de passe nulle part ni d'URL de connexion. Et maintenant, je vais te faire un petit tour d'horizon du tableau de bord de WordPress. Tu verras, c'est très simple et très rapide. Donc la première fois que tu te connectes sur un site WordPress que tu as créé avec Hostinger, tu as ce genre de tableau de bord. C'est pas le tableau de bord de WordPress, ça c'est vraiment un tableau de bord personnalisé que Hostinger a créé pour t'accompagner si vraiment tu débutes dans la création de site internet. Le vrai tableau de bord de WordPress, il se situe ici. Donc tableau de bord accueil, tout simplement, voilà. Et comme tu peux le voir, il y a pas mal d'éléments qui s'affichent à l'écran. Bon, pour être tout à fait honnête, la plupart ne sont pas du tout intéressants, donc on va juste les dégager. Donc les événements et nouveautés WordPress, on s'en bat les couilles. Bienvenue, on s'en bat les couilles. Activité, on s'en bat les couilles. État du santé du site, on s'en bat les couilles. Voilà, moi, tout ce qui m'intéresse, c'est ces deux widgets là. À l'avenir, quand tu installeras des extensions, il y en a parfois certaines qui vont t'afficher des blocs ici, donc tu pourras simplement les cacher via le menu d'options de l'écran ici en décochant tout simplement le widget qui ne t'intéresse pas. Là, il y a une autre boîte de dialogue, enfin pas du dialogue mais d'informations. On clique sur petite croix, elle ne s'affichera plus. Voilà.
Maintenant, les choses qui importent vraiment, la partie article, qui va te permettre eh bien tout simplement d'éditer, d'ajouter des articles, voilà. Tu as aussi la catégorie du coup des médias qui va te permettre eh bien tout simplement d'importer des médias, donc des images, des vidéos, etc., etc. Ensuite, on a les pages, tout simplement. Donc, au niveau des pages, tu vas pouvoir créer eh bien ta page d'accueil, ta page de contact, etc., etc. Là, pour le coup, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Il y a la section des commentaires. Ça, c'est une fonctionnalité qui n'est plus vraiment utilisée parce qu'en fait, elle est surtout utilisée pour du spam. Donc moi, je vais t'inviter à le désactiver, mais on y reviendra un petit peu après. Ensuite, on a l'onglet Apparence qui va nous permettre eh bien, de modifier l'apparence de notre site WordPress et notamment d'installer eh bien, un thème WordPress, tout simplement. On y reviendra encore une fois un petit peu plus tard. Ensuite, on a l'onglet des extensions. Donc là, c'est quelque chose de plutôt intéressant parce que c'est là qu'on va pouvoir ajouter pas mal de fonctionnalités à notre site internet. Encore une fois, on y reviendra plus tard. L'onglet des comptes qui va nous permettre de créer des comptes. Donc moi, j'ai déjà le mien, donc il est en admin, naturellement. Mais tu vas pouvoir créer des comptes pour n'importe qui, pour par exemple des éditeurs, des rédacteurs, ou que sais-je encore. Donc c'est plutôt intéressant. Pour ce qui est de l'onglet outils, on s'encarre un peu parce qu'on va pas vraiment utiliser ces fonctionnalités-là, donc on va passer. Et ensuite, on a l'onglet réglages. Donc là, il y a pas mal de choses à faire et c'est ce qu'on va faire tout de suite. La première chose qu'on va faire, eh bien, c'est de simplement régler, eh bien, simplement notre fuseau horaire. Là, comme tu peux le voir, il affiche 11h25 alors que chez moi, il est 13h25. Donc, ce qu'on va faire, c'est de simplement modifier, eh bien, notre fuseau horaire pour le mettre, eh bien, sur Paris. Alors, Paris. En Europe, est-ce qu'on a Paris? Ici, c'est Paris, voilà. Donc là, maintenant, c'est bien à jour. Et quand je vais appuyer sur enregistrer, eh bien, l'heure se mettra tout simplement à jour. Ensuite, une autre chose à faire, c'est le format de date. Là, par défaut, c'est le mois d'abord, le jour et l'année ensuite. En France, en Europe plus globalement, je dirais, c'est pas trop le format qu'on kiffe en fait. Nous, ce qu'on aime bien, c'est plutôt le 4 août 2026. C'est plus logique, jour, mois, année. Pour ce qui est du format de l'heure maintenant, idem, on va préférer 11h25. C'est plus donc un format 24 heures. C'est encore une fois plus logique à mon sens. La semaine débute le lundi, très bien. J'enregistre les modifications et maintenant c'est fait. Et comme on peut le voir, l'heure locale est désormais 13h26. Cool, maintenant que c'est fait, on va se rendre dans les paramètres de commentaires. Maintenant qu'on est dessus, on va tout simplement décocher autoriser les commentaires sur les nouvelles publications. Donc à partir de maintenant, aucun commentaire ne pourra être posté sur tes articles de blog. C'est important et c'est pratique parce qu'en fait, je sais qu'on pourrait se dire que moi j'aimerais bien que des gens commentent mes articles si j'en publie, etc. Sauf qu'en fait, plus personne ne fait ça. Et les seules personnes, enfin si je peux dire des personnes qui font ça, ce sont des bots en fait. Voilà pourquoi je dis des personnes entre guillemets, parce qu'en fait aujourd'hui ce sont que des bots de spam qui vont venir polluer ton site internet. Donc c'est vraiment pas intéressant. C'est tout ce qu'on va faire ici, donc on va cliquer sur enregistrer. Maintenant, autre chose de très important à faire, c'est se rendre dans les permaliens, ici. Et là maintenant ce qu'on va faire, c'est modifier la structure des permaliens. Les permaliens c'est quoi? C'est simplement ce qui va constituer l'URL, donc le chemin de tes pages. Et par défaut, généralement, il est sur 100. Donc là, Hostinger, ils ont plutôt bien fait leur travail, parce que par défaut, ils mettent le titre de la publication. Voilà. C'est le format par défaut. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est créer une structure personnalisée, et donc supprimer ça, donc postname, et plutôt mettre catégorie postname. Comme ça, l'URL de mes articles, ou de mes pages, ou de mes produits si je crée un e-commerce, eh bien, ce sera tout simplement donc le nom de ma catégorie, puis le nom de mon article. Moi, je trouve que c'est plus ordonné de cette manière-là, mais si tu veux rester simple, le titre de la publication, c'est très bien aussi. Là maintenant, je clique sur enregistrer les modifications et c'est fait. En termes de configuration maintenant de WordPress en lui-même, en fait, on a fait tout ce qu'il fallait. Et la deuxième étape maintenant, ce sera de tout simplement nettoyer le WordPress. Parce que comme tu peux le voir, il y a pas mal de pop-up, ça fait un peu de guirlande, etc. Et ça, c'est notamment à cause des plugins préinstallés par Hostinger. Donc là, ce qu'on va faire, c'est se rendre dans l'onglet extension et cliquer sur cette petite case ici pour sélectionner l'extension à désactiver. Et ce que je vais venir faire, c'est cliquer sur désactiver ici, appliquer. Ensuite, je vais carrément les supprimer parce que moi, je vais pas m'en servir et on ne s'en servira pas dans cette vidéo. Tac, tac, voilà. Maintenant, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais désactiver Lightspeed Cache. Lightspeed Cache, si tu t'en souviens, c'est la technologie qui permet d'optimiser les performances de ton site WordPress. Mais pour l'instant, on n'a pas besoin. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que, en activant Lightspeed direct d'emblée avant d'avoir créé notre site internet, ça peut créer des bugs et surtout des mauvaises versions d'affichés, en fait. C'est-à-dire que tu vas opérer des réglages, tu vas pouvoir les voir sur ton site internet, mais tu ne les verras pas. Tout simplement parce que Lightspeed a mis en cache une version du site qui n'est plus à jour. Donc en fait, t'as l'impression que t'as des bugs, t'as pas la bonne version d'affiché, etc., que tes opérations ne fonctionnent pas. Alors qu'en fait, si, mais c'est juste que Lightspeed dessert une version de ta page qui n'est plus à jour. Donc, pour plus de simplicité, pour l'instant, on va le désactiver, mais on ne va pas le supprimer. Voilà.
Voilà pour ce qui était de la présentation et de la configuration de base de WordPress. Et maintenant, on va enfin pouvoir démarrer la véritable création de notre site WordPress. On commence donc par installer le thème en se rendant dans l'onglet Apparence et en tapant Blocksy dans la barre d'adresse. Il est ici, je clique donc sur Installer, puis Activer. Maintenant que c'est fait, on va rapidement checker ce que ça donne visuellement. Bon, comme tu peux le voir, pour l'instant c'est assez sommaire et c'est bien normal. On va maintenant sélectionner un template tout fait, puis le personnaliser. On retourne sur notre tableau de bord et on clique sur Apparence, Blocksy. On descend tout en bas et on clique sur Installer Blocksy, Compagnon. Maintenant que c'est fait, j'ai à présent un nouvel onglet qui est apparu nommé Site de démarrage. Et comme tu peux le voir, des dizaines de designs sont maintenant disponibles. Mais attention, certains ont la mention Pro. Il faut donc la version payante du thème pour y accéder. Nous, on se concentrera sur les modèles gratuits, ils sont largement suffisants pour démarrer. Je clique alors sur toutes les offres et je n'affiche que les modèles gratuits. Maintenant, tu peux choisir le modèle qui te plaît. Le processus sera pareil, quel que soit celui que tu choisiras. En ce qui me concerne, je vais choisir celui-ci. Tu peux d'ailleurs ouvrir l'aperçu du template pour voir à quoi il ressemble en vrai. Je clique alors sur Importer et je choisis l'option Gutenberg. Car souviens-toi, je ne préconise plus Elementor pour l'instant, car on attend une version stable et définitive de sa nouvelle mouture. Je laisse cocher toutes les options et je clique sur Suivant, puis Installer. Et voilà, le site est maintenant bien importé. Cliquons sur Voir le site pour vérifier. Bon tout est nickel et on va donc pouvoir démarrer la personnalisation de notre tout nouveau site internet afin qu'il colle à notre projet. Et la première chose qu'on va faire, c'est modifier les couleurs. Donc on va juste cliquer sur Personnaliser ici. On clique sur Couleurs. Et notre palette de couleurs globale se trouve ici. Ça sert à rien de les modifier par ces voilà. Parce qu'en fait, en modifiant la palette de couleurs globale, en fait, tout va se mettre à jour automatiquement. Ok, c'est très important de le savoir. Maintenant, ce qui est également possible, c'est de choisir une palette de couleurs préétablie. C'est-à-dire que je clique sur les trois petits boutons ici, et je clique sur palette de couleurs, et là j'ai un ensemble de palettes de couleurs. J'en ai pas mal, et donc je peux choisir celle qui pourrait correspondre le mieux à mon projet. En principe, si en fait tu crées un site WordPress de zéro, et que c'est ta première fois, t'as sans doute pas du tout pensé à ce genre de détails, tu vois. Donc en fait, t'as peut-être quelques idées de vers quoi tu voudrais te diriger. Le plus simple, c'est juste de sélectionner une palette de couleurs qui est disponible sur cet écran-là, ok. Donc moi, je vais sélectionner, admettons, celle-ci, une palette plutôt jaune doré. Ouais, quoique, tu sais quoi, j'aime pas trop en fait. On va sélectionner cette palette-là, par exemple. Elle est bleue. Ouais, bon, ça fait un peu plus classique, mais voilà. Donc, comme tu peux le voir, en fait, là, ça a directement mis à jour les palettes, enfin la palette de couleurs globale, et donc tout le site s'est mis à jour en même temps, et ça sur l'intégralité du site. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très puissant. S'il y a un truc que tu dois retenir sur la nouvelle manière de concevoir en fait, bien tes sites WordPress, c'est simplement de penser à l'échelle globale, donc en créant des palettes de couleurs globales, mais également des règles de typographie, etc., etc. Mais ça, on en reparlera peut-être dans une autre vidéo. Pour l'heure, se contenter de ça, c'est déjà très très bien. Voilà. Donc là, je clique sur Publier. Et maintenant, si je quitte le menu personnalisé, eh bien, je me rends compte que sur mon site, eh bien, toutes les couleurs ont changé. Voilà. Comme tu peux le voir. Donc là, c'est vraiment partout de chez partout. Hein. Donc c'est top. Donc les boutons, voilà, le petit accent sur les liens, etc., etc. Maintenant, ce qu'on peut vouloir faire, c'est tout simplement modifier les typographies. Et donc là, je retourne sur mon menu personnalisé et je vais cliquer sur typographie. Et là, en fait, on peut voir qu'il y a de nouveau des règles de typographie. Et donc là, on va simplement en sélectionner d'autres. Donc là, par exemple, c'est par défaut du système, donc je ne sais pas quelle typographie c'est exactement. Est-ce que ça prend la typographie de l'appareil? Je suis pas sûr, je sais pas. En tout cas, j'ai accès à toutes les typographies de Google, donc j'ai vraiment le choix. On va sélectionner celle-ci, elle m'a l'air un petit peu fun. Donc là, tu vois, Blocksy nous dit que j'ai choisi une police Google, donc il va falloir le télécharger. Et une fois qu'on a coché « Je comprends », n'affichez plus cette notification, je vais cliquer sur « Continuer ». Et là, boum, c'est installé et c'est déjà live sur le site internet. Donc ça, c'est vraiment cool. Et donc, on va pouvoir répéter cette opération pour tous les titres, toutes les règles de typographie qu'on va vouloir modifier. Donc là, par exemple, j'ai modifié le body. Bon, c'était pas une très bonne idée de choisir celle-ci. Peut-être revenir sur quelque chose d'un peu plus classique. Donc peut-être, moi, je sais pas moi, de l'Inter. Donc là, on a quelque chose de bien plus tendancieux. Quoique pour les titres
peut-être pas forcément. Moi, j'aime bien maintenant le serif, donc je vais taper serif. Et donc là, j'ai toutes les typos en fait en serif qui s'affichent. C'est un peu plus joli, c'est assez tendancieux actuellement d'ailleurs. Et donc là, je vais sélectionner celle qui me plaît le plus. Une fois que j'ai défini ma police pour le H1, il ne faut pas oublier de le faire pour tous les autres titres, donc H2, H3, H4, H5, H6, parce que sinon, votre H1 aura effectivement cette typographie-là, mais pas le reste en fait. Et donc tu peux également, évidemment, choisir une autre typo pour tes titres qui sont un peu moins importants, comme le H6, H5. Ça se fait de temps en temps. Moi, personnellement, je préfère garder une cohérence harmonieuse sur tout le site avec les mêmes typographies. Voilà, comme je peux le voir, la -1 affiche évidemment bien la typographie qu'on a sélectionnée ensemble précédemment, mais ça on le savait déjà. Mais du coup notre HD aussi, comme tu peux le voir un petit peu partout, voilà, là c'est bien défini. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est tout simplement éditer notre page d'accueil. Pour ce faire, on va juste cliquer sur modifier la page ici. Et là, on arrive sur l'éditeur de Gutenberg, en fait, tout simplement. Donc en fait, pour modifier ta page en fait avec Gutenberg, c'est extrêmement simple. Et d'ailleurs, on n'utilise pas tout à fait Gutenberg. On va utiliser en fait le moteur Gutenberg, donc celui de WordPress, qui est disponible nativement et gratuitement à tous. Mais ce que Blocksy a fait lorsqu'on a importé notre design, notre template, il a installé un plugin qui s'appelle GreenShift. Ce plugin-là, il va venir ajouter des fonctionnalités et des blocs en fait tout simplement à l'éditeur de WordPress, qui va nous permettre de créer des choses bien plus facilement et beaucoup plus avancées surtout. Voilà. Et en fait, l'éditeur il est très simple de prise en main, c'est-à-dire qu'en fait tout ce que tu vois là, je vais pouvoir le modifier directement en cliquant dessus. Donc là, admettons que je veuille tout simplement modifier ce H1 là ici, je vais tout sélectionner. Voilà, je clique littéralement et je tape. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et je peux faire la même chose avec tous les éléments qui s'affichent sur cette page-là. Donc là, un petit texte. Voilà, comme tu peux le voir, tout est éditable en fait très facilement et c'est accessible vraiment à tout le monde. Donc maintenant, si je veux par exemple modifier la couleur de ce bouton-là, j'ai deux possibilités. Soit je clique dessus et j'ai ce panel qui s'ouvre ici, et donc je vais me rendre dans Background, normal, et là je vais sélectionner la couleur que je souhaite lui attribuer. Et la deuxième possibilité, c'est simplement de cliquer sur le petit A ici. Voilà, donc ça m'ouvre les options de design général. Je clique ici, et là, je vois que je peux lui attribuer un paramètre de couleur pour mon texte, un paramètre de couleur pour mes liens. Ça va pas nous intéresser vu que c'est un bouton. Et enfin, sur background, donc il veut dire tout simplement arrière-plan en français, je vais pouvoir lui définir une couleur. Voilà, par exemple. Tout simplement. Et c'est tout ce que j'ai à faire. Et cette logique-là, en fait, elle s'applique à tous les éléments qui se trouvent sur la page. Donc là, par exemple, si je veux modifier vraiment ce titre-là, je vais cliquer sur le petit A ici. Et donc là, je vais modifier la couleur, si je le souhaite. Voilà. S'il y a un lien à l'intérieur de cet élément-là, je vais pouvoir le changer aussi. Bon, là, il n'y en a pas, donc ça sert à rien que je le fasse. Si je veux modifier la taille de cette typo-là, je vais pouvoir taper la taille que je souhaite en pixels. Mais je peux également changer, bon, ça c'est pour les utilisateurs un peu plus avancés, je vais pouvoir changer la mesure de taille, tout simplement. Donc là, par exemple, en M, moi, je travaille beaucoup en REM. Voilà, par exemple. Voilà, c'est pour l'exemple. Ce qui sera également possible de faire, c'est de cliquer sur les petites jauges ici, et ensuite, ça nous fait apparaître, en fait, dans Font Size, une liste déroulante de différentes tailles qui sont déjà prédéfinies, dans le plugin. Et donc là, c'est intéressant parce que ça va nous permettre de gagner plus de temps et de conserver, en fait, en cohérence entre tous nos éléments, nos blocs, nos titres, etc., grâce, en fait, à des paramètres qui sont partagés. Donc là, par exemple, si je clique sur extra large, boum, mon titre était en extra large. Et si j'applique, ce même paramètre ici, donc je clique sur les jauges juste à droite de Font Size, voilà, j'ai la liste déroulante, je clique sur extra large, et bon, on a exactement la même taille qu'ici. Voilà, c'est une petite astuce. En fait, il y a plein de choses comme ça à savoir avec cet outil-là, donc avec GreenShift, qui est l'un des meilleurs, selon moi, plugins Gutenberg, parce qu'il permet de faire énormément de choses, et surtout le code qu'il produit est extrêmement propre, ce qui nous permet d'avoir des performances de très haut niveau. Voilà. Purée de pommes de terre, j'allais oublier de te montrer comment modifier tes images, c'est quand même la base. Bon, en fait, tu vas tout simplement cliquer du coup sur l'image que tu souhaites remplacer. Voilà, et tu vas cliquer sur le petit bouton Replace. Là, tu vas soit téléverser une image depuis ton ordinateur, soit ouvrir la médiathèque. Hop là. Et là, tu vas sélectionner l'image que tu souhaites afficher ici. Voilà. Bon, ça le fait pas trop, hein. Quand même. On va remettre celle-ci. Voilà, c'est quand même... Ah non, c'était pas elle non plus, en fait. Alors, je sais pas qui c'était. C'était peut-être elle. Voilà, c'était elle. Quand même un peu mieux comme ça, quand même. Voilà. Et donc, en fait, la logique, elle se répète, en fait, hein, pour toutes les images qui se trouvent sur tes pages.
peu importe là où elle se trouve, je vais pouvoir faire la même chose. Donc là, c'est des logos. La logique est la même. Donc là, je peux pas replace l'image depuis le menu ici. Donc en fait, je vais simplement pouvoir le faire via le menu à droite. Ici, là, Upload Image. Et voilà, je vais pouvoir la changer. Donc là, en l'occurrence, c'est des SVG. Donc c'est plutôt des icônes. Mais bon, la logique est exactement la même. Là, c'est une vidéo. Change vidéo, je téléverse. Ou alors, je mets carrément un lien. Voilà, ici, là, par défaut, c'est un lien YouTube. Donc, tu vas pouvoir faire la même chose si tu le souhaites. Donc voilà. Voilà tout ce que tu as besoin de savoir avec Gutenberg, son utilisation. Donc tu l'as vu, c'est très très simple, c'est vraiment accessible à tout le monde, même ma grand-mère pour l'utiliser, je pense. Et aujourd'hui, couplé à des outils comme GreenShift, qui est selon moi l'un des meilleurs plugins actuels de Gutenberg, eh bien il sera possible de faire des choses bien plus avancées, mais ça je te laisserai le loisir de le découvrir, parce qu'il y a vraiment une tonne de choses à savoir pour faire des choses vraiment complètement dingues. Voilà, on passe à la suite. Ça y est, ton site internet est créé et tu sais désormais comment entièrement le personnaliser. Passons à la suite avec le SEO, car avoir un site en ligne, ben c'est cool, mais s'il reste invisible, bah ça sert strictement à rien en fait. Alors, qu'on se soit d'accord, je vais pas te faire un cours complet sur le SEO, c'est pas le sujet de cette vidéo, mais je vais quand même te parler de certains fondamentaux. Et pour commencer, il va nous falloir installer une extension SEO sur notre site WordPress. En ce qui me concerne, moi j'aime bien passer par SEOpress. C'est parti, on est à nouveau rendu sur le tableau de bord de notre site WordPress. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre dans l'onglet extension, ajouter une extension. Dans la barre de recherche ici, je vais taper SEOpress. Ok, c'est le premier là, donc faut bien faire attention parce que la fonction recherche en fait de WordPress en ce qui concerne les plugins est vraiment très très mauvaise. Donc t'as beau taper exactement le nom du plugin que tu veux, c'est pas rare qu'il soit juste pas affiché du tout en fait. Donc voilà, faut être assez vigilant. Donc maintenant je clique sur installer maintenant, je clique sur activer. Et voilà. Donc maintenant je vais faire la configuration, donc on démarre. Donc là maintenant, il me demande si j'ai une configuration déjà de prête que je pourrais importer dans le plugin. Bon, c'est pas le cas, on passe cette étape. Je passe l'importation pour le moment. Ça c'est si effectivement tu avais en fait une extension déjà précédemment installée sur ton site WordPress. Pour nous, c'est pas le cas, donc on va encore passer l'importation pour le moment. Ok, alors là maintenant, comme tu peux le voir, il va te demander un certain nombre d'informations, et notamment le titre de ton site. Donc là en fait, il s'agit vraiment juste de la page d'accueil, et ce qu'il te demande là, c'est la balise title. La balise title, c'est quoi? C'est vraiment le nom que tu donnes à ta page, et c'est ce qui permettra au moteur de recherche de savoir de quoi parle ta page, tout simplement. Donc c'est vraiment très important. Par défaut, on peut laisser par titre du site, voilà, si tu as déjà fait quelque chose de plutôt sympa, mais sinon, eh bien, tu vas tout simplement modifier. Donc, par exemple, moi, si je crée un service, c'est bien de, je sais pas moi, de plomberie, je vais mettre, eh bien, plomberie Strasbourg et alentour, par exemple. Voilà, tu vois. En fait, l'idée, c'est que tu donnes un titre à ton site, en fait, qui permette directement et facilement d'être retrouvable sur Google en tapant des mots-clés que, eh bien, ta base de clients tape elle-même sur le moteur de recherche. C'est aussi simple que ça. Moi, par défaut, j'ai laissé titre du site, mais sache que c'est pas forcément le plus optimisé si tu ne l'as pas vraiment bien défini directement dans ce champ-là, tout simplement. Donc là, par exemple, le titre du site, c'est l'adresse temporaire de Stinger. Donc bon, là c'est peut-être pas forcément hyper intéressant. Donc là moi je vais le modifier, je vais mettre, allez hop, plomberie. Non allez, je vais mettre un truc dépannage, plomberie, Strasbourg, Alsace. Voilà. Là c'est limpide, c'est clair et c'est surtout en fait une requête que les internautes peuvent effectivement taper sur Google, tout simplement. Donc là maintenant je vais venir enregistrer. Donc là en fait tu as compris, tu as deux manières d'ajouter un titre à ton site internet, soit passer par les réglages généraux de WordPress, soit passer par l'assistant ou par SEOpress directement. Voilà. Donc là maintenant, comme j'ai défini le titre de mon site dans le champ titre du site dans les réglages généraux, eh bien SEOpress va simplement récupérer ce titre-là pour l'utiliser en tant que balise title, tout simplement. Et le reste, en fait, on va pas toucher. On va simplement cliquer sur enregistrer et continuer. Ensuite, là maintenant, le plugin me demande si j'ai des réseaux sociaux à ajouter tout simplement à mon site internet, ce qui va permettre tout simplement d'indiquer au moteur de recherche que, regarde, ce site-là est affilié à ce profil-là sur les réseaux sociaux, donc ça peut être intéressant. Donc là, moi, j'en ai pas, mais si toi t'en as, si t'as un profil Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn ou quoi, ou quelque chose d'autre, ben t'as juste à ajouter l'URL de ton profil dans l'un de ces champs-là et de cliquer sur enregistrer et continuer.
Lors de cette troisième étape, il te demande si tu veux exclure certains posts de l'indexation des moteurs de recherche. Là, par défaut, tu n'as que posts, donc les articles, et pages, donc les pages littéralement de ton site. Donc là, ça va pas être intéressant de les exclure de l'indexation des moteurs de recherche. Donc je clique simplement sur enregistrer et continuer. Là, maintenant, pour les catégories, pour les archives, il va me demander si je souhaite exclure, par exemple, les dates qu'il y a de générer en fait automatiquement sur mes archives de l'indexation. Là, moi, je trouve que c'est intéressant. Pareil pour la fonction search. Alors, ça dépend. Si t'es un e-commerce, c'est peut-être pas forcément intéressant. Mais si c'est pas le cas, franchement, laisse par défaut. C'est très bien aussi. Idem pour les pages auteurs. Généralement, en fait, elles sont pas très intéressantes. Elles n'ont pas vraiment de plus-value à être indexées par Google. Donc moi, par défaut, je les exclus aussi, des moteurs de recherche. J'enregistre et je continue. Et là maintenant, il me demande d'exclure certaines taxonomies, tout simplement, des moteurs de recherche. Donc là, par exemple, les catégories, ça on va laisser. Les tags, moi je trouve que ça va être un peu plus spammy en fait que les catégories. Donc moi je les exclus aussi. Donc là c'est par défaut. Et ensuite, on peut exclure le post format des moteurs de recherche. Ça, je sais pas ce que c'est, j'avoue. Donc on va laisser par défaut et on va cliquer sur enregistrer et continuer. Pour cette quatrième étape, il me propose des options SEO assez avancées. Donc par exemple, il me propose la redirection des pages de fichiers joints vers l'URL de fichier. Donc là, c'est en fait si je clique sur une image qui est intégrée, donc par exemple, je vais te montrer. Si je cliquais sur cette image-là, je serais redirigé vers le lien de cette image-là. Bon, moi je trouve ça pas très pertinent, honnêtement, donc je vais pas cliquer sur cette option-là. Il me propose ensuite également de définir automatiquement le texte alternatif sur les images déjà insérées. Donc ça, moi, je l'active parce que c'est quand même assez pratique. Et enfin, il me propose de supprimer catégorie dans mes permaliens. Donc là, en fait, moi, si je vais regarder la structure d'URL de mes articles, je clique sur voir. On peut voir que j'ai le nom de ma catégorie et le nom de mon article. Donc en fait, il n'y a plus cette base de slash catégorie. Slash qui était de base en fait présente, donc aujourd'hui c'est plus vraiment le cas. Moi ce que je souhaite c'est afficher le nom de la catégorie, donc là c'est le cas business, et ensuite le nom de mon article tout simplement. Donc là je vais pas le cocher parce que de toute façon ça n'existe plus, et je vais cliquer sur enregistrer et continuer. Ensuite, il me propose l'affichage de l'indicateur SEO sur l'interface publique. Moi, j'aime pas ça parce que je trouve que ça fait un peu spammy et franchement, on s'en sert quasiment jamais. Donc, je désactive ça, j'enregistre et je continue. Et maintenant, il me dit « Félicitations, votre site est maintenant prêt pour les moteurs de recherche. » Ceci étant dit, il reste maintenant tout de même à ajouter la balise title sur tes articles et tes pages que tu as déjà précédemment créées en fait. Donc pour ce faire, en fait, tu vas simplement te rendre dans les articles là. Et comme tu peux le voir en fait ici, tu as directement des champs qui ont été ajoutés par SEOpress qui te permettent de voir rapidement la balise title et la métadescription de tes articles ou de tes pages. Ça, c'est vraiment très pratique parce que tu peux pouvoir les modifier à la volée en fait directement via cet éditeur et ça permet forcément de gagner du temps et de t'assurer de la pertinence de tout ce que tu as inséré en fait dans cette balise-là. Donc pour ce faire, on va juste cliquer sur modification rapide et ici balise title, je mets voilà. Et maintenant pour la métadescription, je vais tout simplement mettre la description de ma page. Donc il faut pas que ce soit trop long, je vais faire ça assez court, une ou deux phrases, ça suffit largement. Voilà, là j'ai ajouté ma balise title et ma métadescription. La métadescription, c'est simplement ce qui s'affiche en fait dans les résultats Google quand on tape par exemple, moi je sais pas imprimante 3D. C'est la description qui s'affiche ici en fait. Voilà, tout simplement. Une fois que je suis OK avec ce que j'ai inséré, je clique sur mettre à jour et là boum, tout s'est mis à jour. Et maintenant, chose intéressante, pour vérifier que ça a bien été pris en compte, je clique sur voir mon article. Donc on peut voir déjà que sur mon onglet, il est bien affiché ceci ma balise title. Et si je clique maintenant sur une petite extension SEO, ici, par exemple, je vois que ma balise title est bien celle que j'ai insérée et la description de la page est bien celle que j'ai insérée également. Voilà pour ce qui est de la base du SEO, en fait, si tu veux. La balise title, c'est vraiment l'un des éléments les plus importants, d'un point de vue optimisation SEO. Évidemment, le domaine du référencement naturel est bien plus complexe que ça, et ce sujet mériterait une vidéo complète, tellement il y a de choses à dire dessus, et notamment avec les nouvelles évolutions avec le GEO, mais c'est pas l'objet, si tu veux, de cette formation, tu l'as bien compris. Ceci étant dit, si vraiment ça s'intéresse, je pourrais éventuellement prévoir de créer une vidéo sur le SEO et le GEO en 2026 pour que tu puisses effectivement vraiment devenir visible sur Google.
Voilà, ça c'est vraiment la base du SEO. C'est vraiment l'une des actions les plus importantes pour le référencement, juste après le contenu. Si une vidéo entière dédiée au SEO ou plus globalement au GEO maintenant t'intéresse, eh bien dis-le moi en commentaire et je trouverai le temps d'en faire une. Maintenant que la base est prête, voyons comment se faire contacter pour nos produits et services en créant un formulaire de contact. Et pour commencer, il faut créer une adresse email via Hostinger. C'est super simple, c'est parti. On se retrouve une fois de plus sur le tableau de bord d'Hostinger et on va donc créer notre premier email professionnel lié à notre nom de domaine. Pour ce faire, en fait, c'est très simple. On va se rendre sur le menu à gauche ici et on voit l'onglet email. Je clique dessus et là, on va pouvoir créer un email gratuit. Ok. Donc là, je clique sur commencer gratuitement. Je sélectionne le nom de domaine sur lequel je souhaite créer cette adresse email. Tac, suivant. Et là, je sélectionne bien la version Free Business Email. Pas besoin d'une offre payante. Je sélectionne, choisir un moyen de paiement. Et maintenant, je saisis tout simplement l'adresse que je souhaite créer via mon nom de domaine. Donc là, par exemple, je vais créer un contact@bitor.fr. Maintenant, je vais créer un mot de passe. Donc là, je peux le générer grâce à Hostinger. Donc je clique ici, voilà. Donc là, maintenant, je vais le copier et je crée ma boîte email. Voilà, c'est fait. Et maintenant, je vais cliquer sur ouvrir la boîte de réception. Et comme on peut le voir, ça y est, ma boîte mail est en ligne et mon adresse email peut être exploitée. Une chose à savoir, une fois qu'on a créé notre adresse email sur Hostinger, on peut avoir ce type de message là donc qui dit votre nom de domaine n'est pas encore totalement opérationnel, terminez la configuration ou attendez la fin de la propagation. Je vais cliquer sur vérifier le statut. Là, ça charge une nouvelle page et on arrive sur cette page en fait. Et là, il se peut que les icônes qui sont chez moi du coup vertes peuvent être orange, qui dit que c'est pas certain que la boîte mail soit vraiment fonctionnelle. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est simplement cliquer sur le bouton qu'il y aura ici qui s'appellera connecter automatiquement. Donc on cliquera dessus et ensuite tout passera en vert et tout sera fonctionnel comme attendu. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est créer un formulaire de contact sur notre site WordPress qu'on a créé précédemment. Et ce formulaire de contact, on va l'afficher sur la page de contact ici. Voilà. Donc là, comme tu peux le voir, il n'y a pas de formulaire de contact, il y a un formulaire de booking qui a été préinstallé en fait lorsqu'on a importé le template du site internet. Mais nous, dans notre cas, c'est pas forcément ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est plutôt un formulaire de contact. C'est plus simple, c'est plus rapide, et puis les gens sont habitués à ce type de canal de communication, tout simplement. Donc je me rends sur le tableau de bord, je vais dans extension, ajouter une extension, et je vais taper Fluent Form. Je sélectionne celui-ci, je clique sur installer maintenant, et je clique sur activer. Maintenant, je vais me rendre dans les paramètres de ce plugin-là, donc directement dans le panel à gauche, formulaire. Et là, comme je peux le voir, il y a déjà deux formulaires en fait par défaut qui sont actifs. Donc, on peut voir un petit peu ce que ça donne. Donc, je vais cliquer sur modifier. Et comme tu peux le voir, en fait, il y a déjà les champs donc first name, last name, donc prénom, nom, l'email, le sujet et le message. Donc en fait, ce formulaire-là, il est déjà très bien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste traduire toutes ces mentions en anglais en français. Donc là, prénom plus nom, par exemple. Ici, je vais venir déplier le first name pour le traduire directement. Donc là, ça va être le prénom. Texte indicatif, prénom. En termes de texte indicatif, on peut mettre quelque chose d'autre. On peut mettre par exemple Adrien pour que les gens comprennent bien. Dans last name, pareil, je déplie, je retraduis. Voilà. Là, c'est le nom. Et là, par exemple, hop là, texte indicatif, je mets mon nom de famille. Une fois que c'est fait, je passe à l'adresse email. Donc là, voilà, le sujet, je supprime juste le B et le C. Et là, je fais pareil. Hop là, votre message. Voilà. Maintenant, je clique sur sauvegarder mon formulaire. Je clique sur prévisualisation et conception. Et donc là, j'ai un petit aperçu en fait d'à quoi ressemble mon formulaire. Maintenant, ce que je vais faire, et regardez bien, je vais cliquer en fait ici. Et c'est ce qui va me permettre d'intégrer ce formulaire où est-ce que je veux sur mon site internet. Donc en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va me copier un code court de cette forme-là et je vais pouvoir le coller n'importe où sur mon site internet. Donc là, par exemple, je vais modifier ma page de contact. Je vais supprimer ce bloc-là qui contient en fait simplement le planning de réservation d'une consultation. Donc là, je vais faire résoudre, convertir en bloc, on s'en fiche, je supprime. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur le petit plus ici. Je vais taper code court. Voilà, je viens glisser le widget ici. Voilà, et je viens coller le code court que j'ai copié préalablement. Donc maintenant, je vais faire enregistrer. Je vais l'ouvrir dans une nouvelle page. Et comme tu peux le voir, mon formulaire s'affiche bien ici. Bon, là, comme je peux le voir, en fait, il manque pas mal de couleurs. Enfin, les couleurs sont pas très bien ajustées. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas se prendre la tête. On va juste modifier le fond de ce conteneur-là pour que les textes s'affichent correctement. Donc, je clique dessus. Je clique sur arrière-plan, ou alors j'aurais pu cliquer sur le petit A ici. Et je vais changer le background color, donc l'arrière-plan en français. Donc là, je vais mettre peut-être cette couleur-là. Ouais, pourquoi pas.
Donc ça implique aussi de changer la couleur des titres pour que ce soit bien lisible. Voilà, plutôt cette couleur, pourquoi pas. On va faire la même chose ici. Voilà. La couleur du bouton, allez hop, on s'amuse. Soyons fous, modifions ça aussi. Donc là, ça nécessite que je modifie également la typographie. Ouais, comme ça, c'est pas trop mal. Voilà, j'enregistre, j'ouvre ou je refresh simplement la page de contact. Et là, tout s'affiche correctement. C'est très lisible et puis tout est traduit en français. Enfin presque, parce que là, je vois que j'ai oublié de traduire sujet et le texte du bouton submit form. Donc, on va le faire. Donc, on va faire ça tout de suite. Hop là, modifier les champs. Je clique sur le bouton là et je clique sur envoyer mon message, par exemple. Pour sujet, pareil, sujet, j'enregistre, je rafraîchis, et voilà, tout est fait. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est s'assurer que les messages qui te seront envoyés atterriront bien, dans ta boîte de réception de l'email qu'on a créé précédemment. Donc pour ce faire, on va tout simplement faire un test. Donc là, je remplis des infos un peu bidons, voilà, ok, ceci est un sujet, vous avez fait un petit peu, et ceci est un beau message. Voilà, je clique sur envoyer mon message, j'ai un message de confirmation, et si je me rends dans ma boîte de réception, je peux voir que j'ai aucun mail qui est apparu en fait dedans. Et là, ce que ça veut dire, c'est que mon adresse mail, je l'ai pas ajoutée en fait, en tant que destinataire de ces formulaires-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retourner dans les paramètres de FreeForm de mon formulaire, je vais cliquer sur réglages et intégration, je vais cliquer sur notification par email, je clique sur ajouter une notification, je vais l'appeler nouveau message, voilà. Envoyer à, là je mets contact@bittor.fr, donc c'est simplement l'adresse, donc tu vas tout simplement acheter l'adresse que tu as créée précédemment sur Stinger. En objet, tu peux mettre, par exemple, tu viens de recevoir un message depuis ton site, et dans le corps de l'email, tu vas tout simplement cliquer sur Add Shortcode, descendre un petit peu, cliquer sur votre message, et c'est tout. Maintenant, tout ce que tu as à faire, c'est Save Notification, et c'est bon. Maintenant, on va refaire un test. Donc, j'ai refresh pour faire apparaître le formulaire. Je balance des infos, tatata, là on met n'importe quoi. Je clique sur envoyer mon message. Donc là, j'ai la confirmation que le message est bien envoyé. Je vais dans ma boîte de réception, et là, boum, un message de WordPress qui vient de me dire « Tu viens de recevoir un message depuis ton site.fr ». Et là, le corps du message. C'est aussi simple que ça, c'est pas plus compliqué. Et si tu veux maintenant le sujet, par exemple, de l'email, c'est pareil, hein. Tu vas cliquer sur, du coup, ta notification dans les paramètres. Et ici, tu vas mettre l'objet que l'utilisateur aura tapé, donc en cliquant sur sujet. Tu peux ajouter ensuite, bien entendu, d'autres shortcodes comme son email, son prénom. Je sauvegarde. Ici, je refais un test pour le kiff. Envoyer. Je vais le recevoir instant. Donc là, j'ai bien le sujet, son adresse email, son prénom et le corps de son message. Bien, maintenant que c'est fait, notre projet touche enfin à sa fin. Et il est désormais temps de passer à la vitesse de chargement de notre site internet et de démarrer quelques optimisations rapides et faciles. Testons dans un premier temps les performances de notre site internet. On se rend sur PageSpeed et on colle l'URL de notre site. Tout simplement, on attend un peu et là, un score apparaît. Et le seul score qui compte réellement, c'est celui du mobile. Aujourd'hui, la majeure partie du trafic se fait sur mobile, donc il n'y a presque aucun intérêt à se soucier du score de performance sur bureau. Et de toute façon, c'est très facile d'avoir un bon score sur ce type d'appareil. Aïe, comme tu peux le voir, les performances ne sont vraiment pas dingos et c'est normal, rien n'a été optimisé. On peut lire là une sacrée liste d'opportunités, d'améliorations. Mais t'inquiète pas, on va y remédier. Depuis notre tableau de bord de WordPress, on va se rendre dans les extensions et réactiver Lightspeed qu'on avait au préalable désactivé. Maintenant que c'est fait, je me rends dans ces réglages et comme tu peux le voir, ça nous redirige vers les paramètres de cache. Par défaut, tout est activé et tout est très bien paramétré. Donc vraiment, il n'y a pas besoin en fait de changer quoi que ce soit à ce niveau-là. En revanche, il va falloir faire un certain nombre de manipulations qui sont, bon, très rapides, je te rassure, et très simples à faire, pour bénéficier de la puissance de Lightspeed, notamment en ce qui concerne les vraies optimisations de tes pages. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est activer un service qui va nous permettre d'aller beaucoup plus loin avec Lightspeed, avec des optimisations beaucoup plus poussées que la simple mise en place d'un cache. Même si c'est déjà un très bon début, qu'on se le dise. Donc pour ce faire, on va cliquer sur Général, et ce qu'on va faire, c'est activer les services Quick Cloud. Je clique sur le bouton, là j'ai un petit chargement qui s'opère, on attend, on reste patient. Maintenant, j'ai une fenêtre qui me demande de me connecter, mais je ne suis pas obligé, je peux rester anonyme sans créer de compte, donc, et je clique sur ce bouton-là. Je clique ici, je clique sur Yes, Stay Anonymous, et voilà. Maintenant que le Quick Cloud est relié à mon site internet, je vais pouvoir profiter des optimisations de pages et des optimisations d'images. En ce qui concerne le CDN, on n'aura pas besoin, c'est rarement nécessaire, donc on va pas s'en occuper dans cette vidéo.
La prochaine étape, c'est tout simplement de choisir un pré-réglage, comme ça on va pas s'embêter du tout. Et on va tout simplement appliquer le pré-réglage avancé. Donc je vais cliquer sur appliquer le réglage. Ok. Et maintenant qu'on a appliqué ce pré-réglage, c'est tout. Il y a juste à retester les performances de son site internet. Donc par exemple, je vais prendre la page d'accueil, même si c'est rarement celle qui est la plus pertinente en fait d'un point de vue performance. Mais quand bien même, prenons cette page comme exemple. Donc je clique sur une petite extension, ou alors on sent sur PageSpeed Insight.dev. Et je laisse mouliner. Et voilà, on peut voir que le score a largement augmenté. Tout ce que tu as à savoir, c'est qu'en appliquant ce petit genre de quick win, il est possible d'avoir des sites plutôt performants. Et ça, sans trop se casser la tête et sans avoir d'innombrables bugs. Ça y est, on l'a fait, t'es parti d'absolument rien et t'as maintenant un site WordPress en ligne avec ton nom de domaine et un design qui tient la route, un formulaire de contact qui fonctionne et un score de perf assez correct. Et le tout sans écrire une seule ligne de code. Alors bien entendu, tout comme Rome ne s'est pas construite en un jour, ne t'attends pas à obtenir des résultats de fou furieux du jour au lendemain, ok? Ce que tu as entre les mains là, c'est une base, une bonne base propre sur laquelle tu peux construire. Mais pour arriver à un site vraiment nickel, celui que tu montres à tes clients sans avoir honte, il va falloir y remettre les mains. Et si j'étais à ta place, voilà les 2 trucs sur lesquels je poserais en priorité. Le premier, c'est les textes. Le template t'a donné la forme, mais le contenu, personne ne le fera à ta place. Et vraiment, c'est lui qui fait la différence. Autant pour tes visiteurs que pour Google d'ailleurs. Le deuxième, c'est de te construire une page entière de zéro. Là, on a importé un template, tout était déjà en place, t'as juste eu à remplacer les textes et les images. C'est parfait pour démarrer, je le recommande toujours, mais tant que t'as pas ouvert une page vierge et monté toi-même tes sections avec Gutenberg, etc., tu restes dépendant de ce que le template a bien voulu te donner. Donc, prends ta page de contact, par exemple, ou une autre page de service et fais-le à la main. C'est là que tu vas vraiment comprendre comment fonctionne WordPress et tu verras, c'est extrêmement puissant. Après ça, il faudra apprendre à maîtriser ce nouvel outil qui est WordPress, ainsi que certaines de ses extensions pour véritablement arriver à tes fins. Mais comme tu l'as vu à travers cette vidéo, il n'y a vraiment rien d'insurmontable et tout est vraiment accessible aujourd'hui parce que tout est pensé pour l'utilisateur. Et si tu n'as pas encore pris ton hébergement, le lien Hostinger est en description avec mon code promo AdrienBure, 10% de réduction, encore une fois, on crache pas dessus. Toi concrètement, ça te fait économiser de l'argent et en plus de ça, ça soutient la chaîne, donc vraiment tout le monde est content. Voilà, si cette vidéo a pu te servir, eh bien lâche un pouce bleu et abonne-toi. Ça m'aide énormément à continuer d'en faire d'autres. Et sur ce, hasta la vista, le plus beau des viewers.